Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour 2 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette mission de la délégation de la Banque mondiale qui séjourne au Niger dans le cadre d'une mission dans les pays de la sous-région. Au Niger, les membres de cette délégation et les autorités nigériennes vont échanger notamment sur les financements des projets de développement dans plusieurs domaines. Précision Ismaël Moumouni et Saldoumi. Et ce qui pourra nécessairement contribuer à l'augmentation de la productivité de ces agriculteurs. Conduite par Ousmane Diagana, c'est à bras ouverts que la délégation de cette institution financière internationale qui accorde des prêts et autres appuis financiers à des pays en développement pour des projets d'investissement, à savoir la Banque mondiale, a été reçue à la primature. La Banque mondiale, un des partenaires de longue date, qui a financé plusieurs projets au Niger. Nous avons un partenariat de très longue date avec le Niger, un partenariat très diversifié qui se retrouve pratiquement dans tous les secteurs d'activité et aujourd'hui qui monte à une enveloppe presque de 4,3 milliards de dollars américains, essentiellement sous forme de dons et de quasi-dons. Nous intervenons, comme je le disais tantôt, dans les secteurs des infrastructures, l'énergie, à travers le projet ASKE que vous connaissez, les routes, dont un projet très important dont nous avons signé l'accord de financement, ça ne fait pas très longtemps, concernant la réhabilitation de la route Maradi-Zender, l'agriculture à travers une opération multiphase qui appuie à la fois le secteur de l'agriculture proprement dit, mais également le secteur de l'élevage et qui va s'exécuter sur une période de 10 ans pour un montant qui atteint 1 milliard de dollars américains. L'éducation, la santé, la protection sociale et j'en passe. La Banque mondiale est par conséquent le premier partenaire financier du Niger. Le vice-président de l'Afrique de l'Ouest et du centre de la Banque mondiale dresse les objectifs de la présence de leur délégation au Niger. Un des objectifs de ma mission avec mes collègues, c'est de passer en revue l'état d'exécution de tous ces programmes de façon à avoir une idée claire des progrès qui ont été accomplis en termes de résultats et d'impact, mais également des défis qui restent posés afin que nous les adressions ensemble. Le deuxième objectif de ma mission, c'est que nous sommes en train de préparer notre cadre de partenariat avec le Niger, cadre qui va guider nos interventions sur les 5 à 6 prochaines années. Le troisième objectif, en tant qu'institution de développement, avec une mission claire qui consiste à aider les pays à lutter et idéalement éliminer la pauvreté extrême et créer des conditions d'une prospérité partagée qui ne peut se faire qu'en donnant la possibilité à chaque Nigérienne et à chaque Nigérien d'atteindre son objectif ou son aspiration légitime, à savoir accéder à l'emploi. Cette délégation va séjourner à Niamey durant 48 heures, temps au cours duquel la délégation va discuter avec le gouvernement sur divers secteurs, notamment l'infrastructure, l'agriculture, la santé, le tourisme et autres. Merci Ismaël Moumouni. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 pays du Sahel, déstabilisés par des groupes terroristes, ainsi pour mieux coordonner les actions face à un ennemi commun. Ces 3 pays ont décidé de créer une force militaire dite de l'AES, une force composée de 5000 hommes dont le siège se trouve ici à Niamey. Cette force sera financée par ces 3 pays qui ont décidé de marcher ensemble. Face donc à cette force, les attentes des populations de l'espace AES
sont énormes, comme nous le rappelle ici Anassa Jibrila, il est le coordinateur du cadre de concertation et de lutte démocratique dans cet extrait, avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Nos attentes par rapport à cette force, c'est que premièrement, il faut dire que l'une des priorités ou l'une des besoins d'un être humain, quand on parle des droits, c'est les droits humains. Le respect des droits humains. Il y a d'abord le droit à la vie, le premier droit de l'homme qui est le droit à la vie. Donc, c'est de demander aux forces opérant dans cette zone de tout mettre en œuvre pour acquérir l'adhésion et la confiance des peuples. Parce que vous ne pouvez pas réussir une guerre, n'importe laquelle, si les personnes pour lesquelles vous la faites ne se sentent pas liées. Donc tout naturellement, il faudrait que nos forces, les forces de ces trois pays comprennent aisément que tout ce qu'elles font rentre dans le cadre de la sécurisation des citoyens de l'espace et les impliquer dans le cadre de la sécurisation et du retour à la paix dans cet espace-là. Donc voilà pourquoi il est important que ces forces comprennent que tout ce qu'elles doivent mettre en œuvre pour le retour à la sécurité doit se faire dans le cadre du respect des droits de l'homme, dans le cadre du respect des règles en la matière, dans le cadre de la vision qui consiste à servir beaucoup plus les peuples et les citoyens qu'à ne servir des individus. Donc je pense que quand nos forces vont mettre au devant cet aspect, ils comprendront aisément que cette sécurité ne vient qu'à travers non seulement la force militaire, mais aussi l'implication des civils et surtout la confiance qui puisse exister de part et d'autre entre les forces de défense et de sécurité et leurs citoyens. Parce que le gros problème qui se pose, c'est le fait que des fois les citoyens qui sont censés être sécurisés par ces forces de défense et de sécurité se trouvent beaucoup plus menacés par les forces de défense et de sécurité. Donc la priorité, c'est vraiment de concourir à aller dans le sens de convaincre les citoyens à travers plusieurs actions qu'elles ont déjà commencé, ça fait longtemps, et de renforcer et fortifier pour que le peuple ait davantage confiance afin que le peuple les aide dans la reconquête de nos espaces et dans le retour à la paix dans cet espace AES. C'était là Anassa Jibrila, il est le coordinateur du cadre de concertation de l'État démocratique qui appréciait la création de la force de l'AES composée de 5000 hommes, une force qui va donc se charger de la lutte contre le groupe terroriste dans l'espace AES. Justement, la mise en place de cette force et notamment son opérationnalisation était au cœur des échanges le mardi dernier entre le président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahmane Tchani, chef de l'État, avec ses homologues du Mali et du Burkina Faso, où il s'est rendu pour une visite de travail de 24 heures au centre des échanges. En plus de cette force de l'AES, il y a les questions de développement et la diplomatie. Que pensent les Nigériens relativement à cette démarche des chefs d'État des pays membres de l'AES, s'il vous plaît plutôt? Je crois que le président Sani l'a rappelé, depuis la création de l'AES, les trois chefs d'État se sont fixés des objectifs, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan du développement et sur le plan diplomatique. Donc il s'agit pour le général Sani d'échanger avec ses frères Koïta et le capitaine Ibé, faire le tas du lié et faire ressortir les avancées enregistrées et les insuffisances à combler par rapport à ces trois points-là. C'est vrai, le général Sali n'a pas donné trop de détails, mais sur le plan sécuritaire, l'armée commune, avec la disparition des frontières, est en train d'enregistrer vraiment des victoires éclatantes, parce que régulièrement, les informations qui nous parviennent nous font savoir qu'il y a des chefs terroristes qui sont neutralisés. Et vous n'êtes pas que sans savoir aussi toujours sur la situation sécuritaire, le Premier ministre Lamine Zen a brossé aux Nations Unies les crimes commis par la France depuis 1899.
Et nous savons aussi que la France est toujours en train d'alimenter le terrorisme au Sahel pour empêcher, n'est-ce pas, au Sahel de se développer. Le général Tchani n'a pas donné de détails, mais je pense qu'avec la disparition des frontières, les trois pays sont en train de gagner du terrain sur la situation sécuritaire en dépit des difficultés. Sur le plan diplomatique, en tout cas, tout va bien parce que ces pays-là, ils défendent bec et ongles, en tout cas, tout ce qui doit être dans l'intérêt de ces pays et pour que ces pays de l'AES retrouvent vraiment cette souveraineté tant recherchée dans laquelle en tout cas nous sommes. Et sur le plan économique, il a également rappelé l'opérationnalisation de la banque d'investissement où déjà les travaux ont avancé et qu'il a même rappelé qu'il y aura bientôt une rencontre, je ne sais pas si c'est à Bamako ou à Niamey, où les ministres ou les experts vont essayer de mettre certains détails pour lancer officiellement le travail de cette banque. Donc c'est ça la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, quand on est souverain et qu'on n'est pas souverain, en tout cas en termes d'échange de monnaie, là la souveraineté n'est pas garantie. Donc moi personnellement je dirais que cette visite du président Tchani, en tout cas ça vient à bon nommé et que c'est une visite qui a en tout cas permis aux uns et aux autres de mieux comprendre ce que font donc ces chefs d'État dans l'ombre, parce que généralement ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais les actions sont là pour prouver à combien donc ces chefs d'État ont des idées communes. Les questions économiques, notamment la mise en place de cette banque-là d'investissement, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on est en train de tendre vers, comment ça veut dire, la souveraineté monétaire aussi, parce que c'est ça l'enjeu essentiel. Jusqu'ici, on est encore, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des avancées, il y a eu des avancées en matière de rupture vis-à-vis de la puissance colonisatrice. Il fallait créer les conditions aussi pour qu'on puisse sortir de cette monnaie, parce que c'est une monnaie qui nous maintient dans l'esclavage, parce que c'est une monnaie qui est fabriquée en France, c'est une monnaie coloniale. On n'a pas la maîtrise de notre économie tant que nous sommes encore dans cette dynamique-là. Jusqu'ici, on voit bien comment ils nous mettent la pression. Ils nous créent des blocages, les Occidentaux, précisément la France, par rapport aux questions économiques, n'est-ce pas? C'est lié à la monnaie. Et j'ai cru comprendre qu'ils ont discuté de cet aspect-là aussi. Et je pense que c'est une bonne chose. Autre aspect de cette édition, précisément du sport, c'est pour vous annoncer la composition de l'équipe nationale du Niger MENA qui va jouer le match de la 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Que cette composition de cette équipe est connue. Le sélectionneur national adjoint Zakariaou Ibrahim a publié ce jeudi soir au centre technique de la Fédération nigérienne de football la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs nationales face au Congo et à la Zambie. N'est-ce pas, Boubacar Ibrahim? Dans le cadre de la 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde des Nations, la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs Niger-Congo et Niger-Zambie est effectivement publique. Dans la présente conférence de presse animée face à la presse, le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale a rendu public une liste de 25 joueurs. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, n'est-ce pas, la liste des joueurs qui vont, n'est-ce pas, jouer la double confrontation contre le Congo et la Zambie. Donc, nous avons sélectionné 25 joueurs, dont on veut citer les noms: Tanja Mahamadou Kassali, Mokhtar Papa, Kamara Aboubakar, Al-Habib Hassan, Abdurrahim Bonkano Alassane, Adamou Jibo Zataou, Goumey Abdoulatif Jibrilla, Daniel Sosa, Adebayor Victorien et enfin Ibrahim Harouna. Aux inquiétudes soulevées, Zakariaou Ibrahim a fourni des précisions. Nous avons un état d'esprit qui est déjà là. Nous sommes sur une dynamique. Donc le Congo, c'est vrai, le premier match, ils avaient signé forfait. Donc maintenant, le match va se jouer. Pour nous sur... c'est vrai, c'est un terrain neutre, n'est-ce pas? Mais pour nous, on va se sentir chez nous.
au Burkina, parce que nous formons un même peuple aujourd'hui. Donc, nous allons aborder ces matchs avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'enthousiasme, dans l'espoir de gagner ces 2 matchs. A précisé également que quel qu'en soit l'issue de ces matchs, le Niger ne sera pas qualifié à ce rendez-vous sportif mondial. Il s'agit alors de juste profiter du classement de la FIFA. Oui, avec tout, Boubacar Ibrahim, on souhaite bonne chance au 11 national. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à l'appréciation de la création de la force de l'AES par le coordinateur du cadre de concertation et de lutte démocratique, Anas Djibril, apprécie donc la création de cette force composée de 5000 hommes qui vont relever le défi sécuritaire dans l'espace AES. Très bonne réception. La mise en place de la force unifiée des États de l'AES, ou la force conjointe, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas sortie de nulle part, elle est partie de la charte du Liptako-Gourmand du 16 septembre 2023, où les 3 États de l'Alliance des États du Sahel ont décidé, sur la base de la charte du Liptako-Gourmand, de se retirer de la CEDEAO et de mettre en place un dispositif. C'est partant de cette charte qu'est partie cette question de force unifiée. Au niveau de la charte, en son article 2, il est spécifié l'objectif qui vise l'Alliance des États du Sahel à travers la mise en place d'une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre les parties prenantes. Au niveau de l'article 4 de la même charte, il y a une précision par rapport aux éléments qui doivent attirer l'attention des différents États et expliquer leur implication. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Au niveau de l'article 5, il y a également la prévention, la gestion et le règlement de toute forme de rébellion et d'autres menaces attentatoires à l'intégrité et à la souveraineté des différents États, même si sous cet angle-là, ils estiment qu'il faut privilégier quand même la voie pacifique et diplomatique. Parce qu'il vous souviendra que le Mali et le Niger ont connu des rébellions dans les années 90. Et le Burkina Faso servait de repli tactique et stratégique pour ses forces du mal à un moment donné de l'histoire. Donc, naturellement, s'il y avait cette collaboration qu'il y a aujourd'hui dans le cadre de l'AES, le Burkina ne serait pas une force de repli tactique aux forces du mal pour s'en prendre à ses voisins. Donc, ce qui justifie qu'aujourd'hui, à travers la mise en place de ces cadres formels, ça permet désormais qu'il y ait une cohérence d'action en termes de sécurisation des espaces des États du Sahel. Au niveau de l'article 6, on parle également d'agression. C'est-à-dire qu'en cas d'agression de l'un de ces États, de ces 3 États, c'est de considérer comme étant une agression à l'endroit de tous ces États. Et il vous souviendra qu'à la suite de la décision de la CEDEAO au lendemain du 26 juillet 2023 de s'en prendre ou de s'attaquer à l'État du Niger avec sa force en attente, il y a eu un communiqué conjoint des autres pays, notamment le Mali et le Burkina, qui ont estimé que toute attaque ou toute agression à l'endroit du territoire nigérien est considérée comme étant une agression à l'endroit de ces 2 pays et qui nécessitera la réplique ou la réaction de ces 2 États. Plus loin, l'article 7 détaille beaucoup plus l'agression. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'un État de l'espace AES peut se voir agressé par un autre ou une autre puissance qui va automatiquement être considérée comme une agression des autres pays. L'agression est poussée beaucoup plus loin pour dire que même si
c'est dans les cas où les forces du Niger, du Burkina ou du Mali se trouveraient sur un théâtre d'opération au niveau mondial et qu'ils seraient l'objet d'une agression. Ce serait considéré comme une agression contre une des forces de ces trois États. Donc voilà, au fait, succinctement, les éléments qu'il faut retenir en termes d'objectifs visés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Donc la mise en place de cette force unifiée qui est annoncée tout récemment par le ministre de la Défense nigérienne, qui parle de 5000 hommes qui allaient opérer dans la zone des trois frontières, elle n'est que la suite logique de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel pour permettre à ces États de décider comment sécuriser les territoires et les personnes et leurs biens et les biens qui se trouvent dans cet espace. Vous savez, chaque chose, quand on se prononce sur là-dessus, il est quand même judicieux de se rappeler de l'histoire. Je pense que nos devanciers ne s'étaient pas trompés quand vous prenez l'ancien ministre de Mines du président Diori Hamani, Léopold Kazandé, a bien précisé que tôt ou tard, il a un document qu'il a écrit, au fait, qui a jusqu'à tome 6, dans lequel il précise que tôt ou tard, l'élite Tako Gourma fera parler de lui à cause de ses richesses, de ses matières premières dont il regorge, et qu'il y aura, il fera l'objet de convoitises par les grandes puissances. Donc, il y aura une confrontation armée de ces grandes puissances au sein de l'espace AES. Donc, aujourd'hui, le fait qu'on nous fasse miroiter cette question de terrorisme, cette question de, comment on appelle, de terrorisme, ou cette question de guerre asymétrique qu'on ne peut pas maîtriser, ce n'est que du chimère à la limite, et c'était de la manipulation pendant toutes ces années-là, pour non seulement permettre à ces États-là d'imposer la nécessité de leur présence sur nos sols, mais aussi leur permettre d'accéder à nos matières premières. En réalité, c'est ce qui a motivé ou a justifié tout ça, même si quelque part, à un moment donné de l'histoire, nos États étaient des États faillis, dans ces zones grises où ils n'étaient pas capables quand même d'assurer le rôle régalien qui consistait à sécuriser les citoyens. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement des trois chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina, et l'élan patriotique et souverainiste dans lequel nous sommes au sein de ces États, prouve à suffisance que désormais les États sont décidés. Non seulement à ouvrir la porte à des citoyens de l'espace qui ont pris des armes pour X ou Y raison à les déposer à travers la voie diplomatique, sinon c'est la force qui va s'exprimer. Et il faut aussi souligner que toutes les personnes qui opèrent dans cette zone de trois frontières ne sont pas des nationalités de l'AES. Au fait, c'est des mercenaires. Donc, je pense que à partir de la création de l'Alliance des États du Sahel, les Occidentaux et leurs sbires ont tous compris que nous sommes dans une dynamique de souveraineté, et cette dynamique, elle est irréversible. Personne ne peut aller à l'encontre, soit-ils ceux qui sont actuellement aux commandes de nos pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont d'autre choix que de continuer dans cette alliance, et ceux qui sont manipulés, qui sont aussi bien à l'interne qu'à l'international, ils ne pourront rien par rapport à cette démarche. Donc, pour être clair, répondre à votre question, aujourd'hui, les forces qui opèrent dans ces zones, ce n'est que de la manipulation. Majoritairement. C'est vrai, il y en a d'autres dont j'ai précisé tout à l'heure, qui est lié à la faiblesse de nos États, à les sécuriser, et qui les a poussés à se verser dans cette question de prise des armes contre les États. Mais majoritairement, c'est une question de manipulation. Or, quand vous manipulez quelqu'un contre quelqu'un d'autre, si la personne contre qui on manipule cette personne prend conscience, elle se donnera les moyens de ramener la sécurité dans son espace. Et c'est ça, aujourd'hui, la démarche dans laquelle se trouvent les différents chefs d'État de l'espace AES en compagnie des différents peuples qui ont bien compris le message.
Nos attentes par rapport à cette force, c'est que premièrement, il faut dire que l'une des priorités ou l'une des besoins d'un être humain, quand on parle des droits, c'est les droits humains. Le respect des droits humains. Il y a d'abord le droit à la vie, le premier droit de l'homme qui est le droit à la vie. Donc, c'est de demander aux forces opérant dans cette zone de tout mettre en œuvre pour acquérir l'adhésion et la confiance des peuples. Parce que vous ne pouvez pas réussir une guerre n'importe laquelle si les personnes pour lesquelles vous la faites ne se sentent pas liées. Donc tout naturellement, il faudrait que nos forces, les forces de ces trois pays comprennent aisément que tout ce qu'elles font rentre dans le cadre de la sécurisation des citoyens de l'espace et les impliquer dans le cadre de la sécurisation et du retour à la paix dans cet espace-là. Donc voilà pourquoi il est important que ces forces comprennent que tout ce qu'elles doivent mettre en œuvre pour le retour à la sécurité doit se faire dans le cadre du respect des droits de l'homme, dans le cadre du respect des règles en la matière, dans le cadre de la vision qui consiste à servir beaucoup plus les peuples et les citoyens qu'à ne servir des individus. Donc je pense que quand nos forces vont mettre au devant cet aspect, ils comprendront aisément que cette sécurité ne vient qu'à travers non seulement la force militaire, mais aussi l'implication des civils et surtout la confiance qui puisse exister de part et d'autre entre les forces de défense et de sécurité et leurs citoyens. Parce que le gros problème qui se pose, c'est le fait que des fois les citoyens qui sont censés être sécurisés par ces forces de défense et de sécurité se trouvent beaucoup plus menacés par les forces de défense et de sécurité. Donc la priorité, c'est vraiment de concourir à aller dans le sens de convaincre les citoyens à travers plusieurs actions qu'elles ont déjà commencé, ça fait longtemps, et de renforcer et fortifier pour que le peuple ait davantage confiance afin que le peuple les aide dans la reconquête de nos espaces et dans le retour à la paix dans cet espace AES.